Plusieurs invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bertrand Puif est avec nous, gérant Action Internationale et porte-parole de la gestion chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. À nos côtés également Adil Amor, le directeur de la coordination stratégique d'Arkea Asset Management. Bonsoir Adil. Bonsoir Grégoire. Et Nuno Texera qui nous accompagne également, le directeur analyse et stratégie de Vega IS. Bonsoir Nuno. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. C'est un sujet récurrent, régulier en tout cas sur les marchés, les investisseurs face à la géopolitique et en l'occurrence une guerre d'une douzaine de jours entre Israël et l'Iran avec une implication directe des États-Unis. Scénario qui n'était pas vraiment dans les cartes il y a encore quelques jours à peine. Nuno, le marché semble acté aujourd'hui, alors de la fin du conflit je ne sais pas, en tout cas d'une désescalade marquée des tensions entre Israël et l'Iran. Oui, en effet. Et en fait, le marché n'a pas vraiment cru à l'escalade. Quand on regarde la baisse des indices boursiers au pire moment, on a eu des reculs, somme toute, assez modérés. Et même la hausse du prix du pétrole a été relativement contrôlée. Si on avait imaginé ça il y a peut-être quelques années, ça aurait pu être beaucoup plus violent. On a eu des réactions plus violentes lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En réalité, l'efficacité des frappes israéliennes ont été telles dès le début et la faiblesse et l'isolement de l'Iran étaient tels qu'on n'a pas imaginé que finalement ça puisse aller très très loin. Par ailleurs, c'est vrai que l'administration américaine cherchait quand même à calmer le jeu. Alors, ils ont fait des frappes parce que, d'une certaine manière, il fallait jouer le gagnant. Le gagnant était déjà Israël dès le début. Ça permettait aussi à Trump d'asseoir son autorité d'une certaine manière, de montrer qu'il soutenait Israël, mais avec des frappes très ciblées sur les 3 installations nucléaires qui nécessitaient... on va dire des frappes particulièrement lourdes et puissantes que seuls les Américains pouvaient engager. Maintenant, la riposte iranienne a somme toute été assez modérée, assez téléguidée, et du coup, c'est assez logique on ramène les choses aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que l'Iran n'a pas intérêt finalement à bloquer le détroit d'Ormuz, qui n'a jamais d'ailleurs vraiment bloqué. S'il le faisait, ça serait vraiment se condamner à une destruction certaine, probablement pas seulement du potentiel militaire, mais certainement du régime. Ça reste encore le point d'interrogation. Et du coup, finalement, il est très isolé. La Chine est également un facteur de modération, parce que finalement, ils ont intérêt à maintenir les flux. Ils dépendent quand même pour une partie relativement significative des importations en provenance d'Iran. Et Donald Trump autorise officiellement la Chine à acheter du pétrole iranien. Sans doute que la Chine achetait déjà beaucoup du pétrole iranien, mais il y avait quand même toujours un régime de sanctions autour de l'Iran. Et officiellement, Donald Trump a donné son blanc-seing pour que l'Iran puisse explicitement et officiellement vendre son pétrole aux Chinois. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, on n'a pas eu vraiment de frappe sur... le potentiel pétrolier, gazier... sur des infrastructures énergétiques critiques. Exactement. Qui auraient mis à mal ça aurait pu cette production pétrolière. Effectivement mettre de l'huile sur le feu. Donc maintenant, on espère une désescalade. Il y a quand même un point d'interrogation, c'est où sont partis les 400 kilos de matière... d'uranium enrichi. Je pense qu'on n'a pas toutes les clés de ce qui s'est passé sans doute au cours des derniers jours. Il y a encore des potentielles menaces à moyen long terme, mais pour le court terme, c'est vrai que c'est assez logique d'avoir une forme de soulagement. Est-ce que tout est en place aujourd'hui effectivement pour un cessez-le-feu stable, durable, Bertrand? Alors, on est aux frontières évidemment de la logique de marché, mais les marchés sont quand même attentifs à ce genre de situation. C'est que qu'on va passer de ce conflit à un autre conflit. Je pense que d'ici 15 jours, s'il n'y a pas eu effectivement de nouvelles frappes, on repassera sur le conflit en Ukraine qui, pendant qu'on faisait un focus sur l'Iran, a une intensification sans précédent. Il y a 2 jours, les frappes sur Kiev n'ont jamais fait autant de morts et n'ont jamais été aussi importantes en termes de drones. Là, on n'était pas à 200 à 300, on était à 500 drones et 25 missiles longue portée. Et en une soirée, oui. Donc, et c'est tous les soirs comme ça. Donc, je pense que là, voilà, on est dans un monde où il y a
clairement plusieurs fronts géopolitiques de tension et on ne peut pas, nous on n'imagine pas à court moyen terme qu'il y ait une disparition de tous ces éléments-là. Donc on va rebondir d'un front à l'autre, entre guillemets. Et on pense nous aussi que sur l'Iran, c'est toujours difficile de lire entre les lignes, mais que le régime essaie de gagner du temps. Alors est-ce que c'est effectivement en termes de semaines, de mois ou d'années, on ne sait rien. Ce qu'on sait, c'est que le pays, contrairement à l'Irak, contrairement au Koweït, est inenvahissable par des troupes au sol, compte tenu de son... La profondeur stratégique. Il y a énormément de montagnes, le relief, mais quand même, c'est l'Afghanistan, entre guillemets. Les Américains ne veulent pas refaire un Afghanistan bis. Donc, et ils ne veulent pas non plus, effectivement, Trump l'avait dit dans sa campagne, nous, les États-Unis, n'avons pas la vocation à être les leaders d'une opération militaire. Donc après, c'est effectivement, est-ce qu'Israël sera... Mais c'est pas évident, vous dites, pour l'équation du régime, on parle bien du régime iranien, c'est pas évident de se dire que la poursuite d'un programme nucléaire pouvant déboucher sur du militaire soit encore ne reste pas un avantage, j'allais dire, en termes d'objectifs. Cet équilibre-là, que c'est ce que j'imagine le régime. Est-ce que ça vaut le coup de continuer un programme nucléaire à visée potentiellement militaire au regard des dommages et du conflit qui a été généré autour de ce sujet-là, entre autres? C'est un pays qui a, on va dire que les 150 gardiens de la révolution qui restent en place ont tout intérêt à ce que le pays reste en isolement. Parce que comment ces gens-là gagnent de l'argent, c'est avec le marché noir. Donc c'est vrai que quand Trump autorise effectivement la Chine à acheter officiellement des barils de pétrole à l'Iran, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Ils préféraient les vendre plus cher au marché noir, à d'autres pays, etc. Donc c'est vrai qu'on est dans un... Et c'est très difficile parce que justement, c'est pas une ou deux personnes, c'est 150 personnes. Donc ils en ont fait disparaître quelques-uns, mais c'est effectivement, il y a tout de suite un autre qui va monter, qui va prendre la place. Donc c'est très compliqué. Effectivement, le changement de régime, nous, on n'y croit pas. On pense que c'est un pays qui va rester dans une logique d'isolement, avec des pics de tension. Voilà. Là, on est sans doute dans une phase de décélération de la tension, mais elle va remonter à un moment donné. Donc un cycle de tension qui débute, ou qui redébute effectivement autour de la question iranienne. Vos commentaires, l'analyse qu'on peut en faire du point de vue des marchés, Adil, et parmi les réactions de marché, je trouve intéressant. Alors, on a regardé le pétrole. Qu'est-ce qu'il faut penser du mouvement du pétrole, et est-ce que le pétrole est finalement un actif moins sensible aujourd'hui à ces tensions géopolitiques dans une zone comme celle du Moyen-Orient? Plus $10, moins $10, on n'est pas allé à 120, 130, il n'y a pas eu de choc pétrolier. Et puis la question du dollar aussi, on voit dès que le cessez-le-feu est sur la table, tout de suite, un peu de risk-on qui revient et le dollar qui plonge à nouveau. En fait, je pense que le pétrole, c'est le reflet d'une physionomie du marché qui consiste à dire que le marché, de toute façon, ne croyait pas à une escalade massive. Voilà. Quand on voit un plus 10, moins 10, c'est qu'en gros, au début, on monte, il y a un stress, et après, on reflue très rapidement. Bon, il ne faut pas oublier que le pétrole a eu un gros jump quand même sur les derniers mois. Oui, c'est ça. Assez violent. Après, post-Liberation Day, il y a eu un gros rebond du pétrole. Donc voilà, maintenant, vraiment, le pétrole, c'est le reflet d'un marché qui, il voit ça, effectivement, il réagit d'un point de vue tactique, mais on ne croit pas à une escalade massive qui va venir bouleverser les équilibres de marché globaux. Voilà, ça c'est côté pétrole. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est sur le dollar. Effectivement, on a eu une hausse du dollar qui était assez importante, le safe haven qui se remet en place, ça c'est très bien, c'était acté, et très rapidement, dès que le cessez-le-feu, après, entre parenthèses, cessez-le-feu, on en parlait juste avant, il y a 24 minutes, Trump qui dit le cessez-le-feu est acté. Bon, on verra après l'émission, est-ce que c'est toujours acté ou pas. Un espoir de cesser le feu. Voilà, donc restons dans... Une pression pour un cessez-le-feu. Dans l'expectation, dans l'expectative. Restons sur ce niveau-là. Mais donc sur le dollar, donc le safe haven qui se met en place, marché risk-on, le dollar rebaisse. Mais pour moi, ça, c'est l'illustration simplement d'un marché qui est focus sur le nouvel ordre mondial d'un point de vue économique. Le président américain veut un dollar plus faible. Il l'a acté, il l'a entériné, c'est ancré. Et c'est vraiment les hard data maintenant qui reprennent de la place face un petit peu, moi, ce que j'appelle les artefacts géopolitiques. C'est horrible de dire ça parce que c'est une situation critique, mais d'un point de vue marché et comportement boursier, ce n'est pas le plus important pour les opérateurs. Donc le dollar, la tendance, elle est là. Enfin, je crois que depuis le début de l'année, on est à plus 12, plus 13% pour l'euro par rapport au dollar. Oui, c'est cet ordre-là. On est à 7 au dernier chiffre. Voilà. Maintenant, c'est quand même problématique. Le dollar, c'est un sujet... qui est fondamental sur le volet inflation, sur le volet US, et même, je vais même plus loin. C'est-à-dire,
le président américain est obnubilé par le refinancement de sa dette, avec un dollar dont les anticipations sont baissières, bah forcément, vous connaissez mon sujet Bien favori, sûr. la prime de terme Ouais. sur les taux longs, Ouais. bah, il faut compenser. Ouais. C'est un jeu de vase communicant. Et ce travail-là, il n'est pas fini. Alors, Et il est le pas bon fini. prix du dollar et le bon prix par voie de Mm. conséquence du 10 ans américain ou du 30 ans américain, il est pas encore, on est encore à la découverte de ce prix-là, quoi. Je vais vous donner un exemple très concret. Frappe américaine, le dollar qui monte, et mécaniquement la courbe américaine qui s'aplatit. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment un jeu de phase communicant complètement objectif. Le dollar qui monte, la courbe s'aplatit. Le dollar qui baisse, il faut payer de la prime de terme. Mhm. Et pour le président américain, bah, si on a envie de tout refinancer avec un besoin de financement encore plus important dans une situation économique qui n'est pas du tout expansionniste, bah, il faut quand même trouver une solution à cette équation. Et pour moi, elle n'est pas du tout triviale. Ouais. Bon, bah, la solution de Trump, c'est de demander des baisses de taux de la Réserve fédérale américaine et de Est-ce- les demander de plus en plus fréquemment. C'est pas garanti. Baisse de taux, c'est la partie courte. Ouais. Partie courte. Il y a très beaucoup de bien. cours quand même qui a été émis. Hein. Il y a beaucoup de courts, mais il y a aussi beaucoup de Il longs. faut refinancer. Oui, oui. Il y a beaucoup de longs et il y a un besoin de refinancement. Ouais. Voilà. Et ça peut contribuer à faire baisser le dollar aussi. Nono. Parce que si ça va trop vite, voilà. Exactement. Voilà. Donc Ouais. c'est l'équation du monde d'aujourd'hui, mais pour répondre à la question initiale, vraiment, le pétrole, reflet d'une escalade auquel le marché ne croit pas, mais le dollar, voilà, le prix d'équilibre, pour moi, on n'y est pas encore. Je n'ai aucune idée de ce que sera un 25 ou un 23 ou un 12 ou un 13, mais on n'y est pas encore. Comment on évalue effectivement le prix du dollar là, à mi-parcours de cette année 2025, Nuno, entre les forces de rappel quand même, enfin, je veux dire, il y a des taux directeurs aux États-Unis qui sont encore entre 4,25 et 4,50 aujourd'hui, quand ils ont beaucoup baissé dans le reste du monde, et les facteurs qui pourraient accroître encore la pression sur le dollar. Quel équilibre vous faites aujourd'hui dans l'analyse justement? Bah, ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, la Fed, de manière assez modérée, mais finit par durcir légèrement. En maintenant ses taux, elle durcit légèrement sa politique monétaire, parce qu'on constate quand même sur le marché du travail un ralentissement. Alors on a été un peu surpris par les données de création d'emplois, mais n'oublions pas que les précédentes ont été révisées en baisse. Donc on est quand même sur un ralentissement du marché du travail. Pour l'instant, la Fed met en avant le risque éventuel de l'inflation et des attentes inflationnistes encore élevées. Mais le marché semble quand même croire que finalement, on aura effectivement 2, voire peut-être 3 baisses de taux cette année, parce qu'à un moment donné, pour l'instant, la Fed réagit sur des éventualités de remontée de l'inflation, alors que la dégradation sous-jacente du marché du travail commence quand même à se manifester. Et on voit même des annonces alors, un peu spectaculaires de Microsoft qui quand même a annoncé un 2e plan de licenciement. Il y a des signaux faibles, on va dire, de dégradation, ou en tout cas de moindre tension sur le marché du travail qui pourrait faire un petit peu monter le chômage. Donc, et vous dites à un moment, la Fed va regarder au-delà de ces anticipations d'inflation qui sont aussi très fluctuantes, pas forcément très fiables, y compris quand elles viennent de professionnels de la prévision. Il y a aussi celle des agents économiques et des consommateurs, mais la Fed va devoir regarder au-delà de ça. Quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, on est plutôt dans un scénario, si on y ajoute la volonté de l'administration américaine de faire baisser les taux courts. On parle éventuellement même d'une sorte de remplaçant potentiel pour Trump qui serait plus ou moins préannoncé, qui pourrait décrédibiliser un petit peu la Fed, etc. Donc tout ça va quand même dans le sens d'un affaiblissement de la crédibilité du dollar sur les marchés internationaux de notre point de vue. Mais je suis d'accord que personne ne sait quel sera le niveau d'équilibre à ce jour. Bon, pression sur le dollar, c'est une pression qui continue de s'exercer, qui peut encore amener le dollar plus bas face aux grandes devises. Et est-ce qu'à un moment, le jeu des parités de change perturbe, je ne sais pas, des comptes d'entreprise, par exemple, passer de 1 à peut-être 1,20 demain sur l'euro-dollar, ça peut aussi avoir des conséquences. Alors,
désinflationniste, c'est bon pour la BCE, mais peut-être que pour certaines entreprises, ça peut être aussi un vent contraire à un moment. C'est sûr, quand vous vendez aux États-Unis et que vous convertissez en euros, c'est sûr qu'avoir un dollar faible, c'est pas Ouais. forcément. Voilà. Et c'est sûr que là, pour le coup, un dollar à 1,16, c'est pas vraiment dans les attentes, dans les modèles des analystes. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas été à 1,16 pendant tout le deuxième trimestre, hein, mais par contre, si on extrapole 1,16 sur le troisième, Ouais. là, il va y avoir un travail de révision à la baisse des profits de pas mal de sociétés du fait de leur business en dollars. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc les valeurs dollars, là, peuvent commencer à être un peu impactées en bourse par si on par pense cette que 1,16 mécanique-là. c'est le niveau qui est recherché, mais ça peut être pire. C'est-à-dire le niveau recherché peut être un 20 ou un 25, de manière vraiment à attirer les capitaux aux États-Unis en disant voilà, vous serez compétitif en produisant aux États-Unis et en exportant à partir des États-Unis. Ouais. Alors pour revenir effectivement sur la Fed, nous on n'anticipe pas de baisse de taux d'ici la fin de l'année. Alors, on est conscient effectivement de ce que vous disiez, ce qui est totalement pertinent sur le marché de l'emploi, mais on pense que ce sera compensé par la réforme fiscale et donc les créations d'emplois. Voilà, il devrait y avoir, c'est ce qui est recherché, hein, des ouvertures d'usines assez importantes et massives aux États-Unis. Et donc ça, on pense que ça devrait compenser. Alors il y a sans doute un petit trou, effectivement. Ouais. Et en termes de chronologie, ça peut arriver ça prend suffisamment un peu de vite. temps. Voilà, ça prend un peu de temps, mais si effectivement derrière la Fed peut argumenter en disant mais voilà, il y a tous ces projets-là, Ouais, on crée arrive. X emplois et c'est écrit, etc. Et dans 2026, on va avoir à partir du premier trimestre cet effet. Peut-être que ça peut infléchir leur politique. Après, si effectivement Powell est remplacé par quelqu'un qui est un peu différent, un peu plus dovish, les choses peuvent changer. Mais on entrera dans une phase plus politique de la c'est ça. gestion de la politique Mais monétaire. voilà, c'est vrai qu'en conclusion, il va falloir faire attention quand même à la dynamique de profit des sociétés européennes exportatrices aux États-Unis à partir du troisième trimestre. Parce que là, il peut y avoir des révisions, certaines, pas de chiffres, mais proches des 2 chiffres. Ouais, bien sûr. Bon, c'est des jeux d'écriture, hein, effectivement, mais ça peut se retrouver dans les comptes, les résultats des entreprises. Adil, vos commentaires, et puis sur la succession de Powell, parce que c'est une phase qui va arriver. Non, mais qui peut créer de l'attention. Alors, au-delà du côté people, carnet people, quand même, quand on parle de ces questions un peu fondamentales sur le dollar, l'indépendance d'une banque centrale comme la Fed, etc., ça peut jouer ou troubler un peu les investisseurs, peut-être. Tout à fait. Non, je reviens juste sur la Fed. On va beaucoup parler dollar et Fed, mais je pense que c'est un sujet qui est central. Sur la Fed, nous, notre point de vue, c'est que, enfin, je partage sur la création d'emplois, etc., mais c'est du temps long. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être préanticipé et ne pas entériner 2 à 3 baisses. Nous, on pense par contre qu'à minima une baisse, voilà, à minima une baisse au niveau de la Fed, c'est quelque chose qui va arriver d'ici la fin de l'année. Il dit retrouver le taux neutre, c'est peut-être une paire de baisses de taux ou un peu plus. Exactement. Mais à minima une baisse, en tout cas pour envoyer un signal. Pourquoi ? Parce que déjà, à un moment donné, au niveau de la croissance américaine, voilà, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer. Donc il faut envoyer quand même un signal aussi pour les ménages en termes d'endettement. Je voyais un ratio quand même en termes de taux d'emprunt moyen des ménages américains, le seuil qui dépasse les 4,5%, on est au-dessus de 50% maintenant. Donc c'est quelque chose qui est assez significatif aux États-Unis. Premier point. Deuxième point, je sais qu'on peut avoir une déconnexion, une décorrélation entre les politiques monétaires européennes et américaines, mais pas non plus aux extrêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir déjà une beaucoup, BCE qui continue à baisser, si on a encore une qui arrive, etc., ou que sais-je, bref, on pourra en parler, et une Fed qui ne fait strictement rien. Surtout, ça me fait la transition par rapport à la suite de notre cher ami Jérôme Powell, par rapport au successeur. Voilà. Donc à un moment donné, on sait que Trump veut absolument veut faire baisser le dollar, il doit faire baisser ses taux, les taux courts... De 2 à 3 points. Voilà. C'est un peu trop. 2 à 3 points, c'est du Trump. C'est ce qu'il demande. Hein. C'est du Trump. C'est du Trump. Pour avoir 100 points de base, quoi. C'est ça. C'est de la négo. On est dans un souk. Enfin bref, ça c'est un commentaire que voilà. Bref, donc c'est de la négo. Maintenant, voilà, ça c'est vraiment sur la politique monétaire. Par rapport à la succession de Powell, on en avait déjà longuement parlé lors des précédentes interventions, mais là aujourd'hui la question qui se pose, indépendamment du nom, c'est vraiment l'indépendance de la Fed. Voilà. Oui. Powell, il l'a dit clairement. Des fois, il nie l'avoir dit, mais il veut que la Fed dépende de lui. Voilà. Je le dis très simplement avec ces mots. Si on arrive à ce genre de situation avec un futur chairman de la Fed qui est un pro-Powell massif et qui exécute ce que Powell lui dit comme un CFO le ferait au niveau d'une multinationale américaine, la crédibilité de la Fed, elle est complètement remise en cause. Et là, pour le coup,
bah, on a un dollar, oui, qui peut aller, on a un euro-dollar qui peut aller à un 30 ou un 32 ou sur des niveaux qui sont extrêmement élevés. Bien sûr. Et une courbe qui se repointifie encore plus. Et ça, Qu'un nouvel accès de perte de confiance, quoi, potentiel. bah, je ne sais plus qui employait ce terme, mais parce qu'on a longuement parlé de l'exceptionnalisme américain, là on parle du minimalisme américain. Oui, j'ai entendu Moi, je ça hier, parlerais, oui. Plus de, c'est pas le minimalisme, mais c'est le désexceptionnalisme américain. Ouais, ok, C'est encore ok. pire. Voilà. D'accord. Donc le successeur de Powell, ça va être un événement clé, beaucoup plus pour moi que le sujet des droits de douane. Vraiment. J'entends. Le successeur, en fonction de sa couleur politique vis-à-vis de Powell, est-ce qu'il est capable de dire non à Powell? Ouais. Voilà. Trump. Pardon, à Trump. Ouais, ouais, bien Ça, c'est sûr. quelque chose vraiment de vital. Ouais, ouais. Bon, on verra. Hein, la Voilà. succession arrive. Enfin, la phase de succession va peut-être commencer assez rapidement. Alors, on m'expliquait qu'il faut regarder les anticipations de marché sur les baisses de taux à partir de mai 2026. Il y a une forme d'accélération. C'est-à-dire Tout à que fait. le marché imagine qu'en 2026, alors il y aura peut-être des raisons conjoncturelles de justifier un certain nombre de baisses de taux, mais qu'il peut y avoir aussi à la tête de la Après, Fed quelqu'un qui ouais. soit plus enclin. Ça s'est accéléré récemment. Voilà. Voilà. Il y a eu beaucoup de volatilité Ouais. sur ces anticipations en 2026, mais ça s'est accéléré effectivement. Ouais. Mm. Sur les marchés actions, bilan de ce premier semestre qui est assez simple en fait, Nuno. Je regarde une bonne manière de regarder les choses, c'est de regarder peut-être l'indice MSCI World ex-US. C'est-à-dire on sort, alors ça pèse 70% dans le MSCI World, effectivement. Les indices américains sont positifs depuis le début de l'année, mais si on regarde les indices d'actions mondiales en enlevant les actions américaines, on est à plus 15. Le S&P doit être autour de plus 2. Il n'y a pas de match là sur ce premier semestre entre le reste du monde et les actions américaines. Non, il n'y a pas de match, mais ça se rééquilibre quand même depuis quelques Ouais. semaines. Hein. On sent Ouais. quand même que, d'abord, il y a quand même une force du marché retail. On l'a vu après le 2 avril, où finalement, c'est d'abord le retail qui est revenu sur le marché, qui a acheté. Et le rebond est quand même un rebond assez solide. Il me semble que maintenant, c'est difficile, en tout cas, sur une base peut-être couverte du risque de change, d'être trop déséquilibré entre l'Europe et les États-Unis. Et donc, quand on reprend ce qu'on a fait hier, déjà un petit peu de bêta, disons, d'exposition au marché actions, on l'a repris En étant autant équilibré. sur les États-Unis que sur l'Europe, Ouais. en considérant que l'Europe a aussi un certain nombre de défis. Bon, on parle beaucoup du plan de relance allemand, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont d'abord déjà intégrées dans les cours sur les valeurs de défense. Ouais. D'autre part, on n'est pas sûr que ces valeurs vont pouvoir avoir le degré de réactivité que les marchés imaginent. Hein. C'est souvent des valeurs qui ont l'habitude de programmes assez longs, donc c'est pas des petites startups qui peuvent réagir instantanément. Et donc, on est plutôt en Europe sur des secteurs avec un bon mix de secteurs défensifs, cycliques. Il y a quelques secteurs cycliques, notamment dans la construction, qui méritent quand même d'être joués. Mais on a aussi des services aux collectivités qui peuvent aussi présenter un petit edge si jamais on a à nouveau une flambée des prix du pétrole. Et puis, on garde quand même les bancaires parce qu'on considère que ce phénomène de pontification de la courbe des taux va se maintenir et voire s'accentuer. C'est quand même oui, sur les bancaires, ça devient un cycle assez long. Hein. Ça fait Ça 4-5 ans que le secteur bancaire en Europe surperforme, bat les indices, à bas bruit presque, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, ça y est, tout le monde l'a vu, mais tout le monde n'a peut-être pas conscience que ça fait, oui, Et depuis le groupe auquel 2020. j'appartiens participe à la consolidation Oui, du secteur avec une bancaire en acquisition au zone euro. Portugal pour Tout à BPCE. fait. Effectivement, non, il se passe beaucoup de choses dans ce secteur. Mais c'est un secteur, effectivement, sur le plan de l'investissement boursier, qui est encore peut-être pas tout intégré de ce qui... Je vois que vous acquiescez, Adil. Oui. Non, j'acquiesce Oui. parfaitement. Ouais. Non, sur les banques. Enfin, sur les bancaires. Mais c'est votre point sur la quantification des courbes. Pas j'imagine. uniquement. Pas uniquement. Pas uniquement. En fait, sur les bancaires, que ce soit en obligataire ou en equity, c'est encore plus marqué. Effectivement, la quantification est très bonne pour les banques. Je vous apprends rien, tout le monde le sait. Moins de vulnérabilité au dollar. Hein, Moins de vulnérabilité. La plupart.
une Europe qui a montré, surtout le système bancaire européen, Ouais. qui a montré qu'il était extrêmement solide, qui tenait les chocs. On l'a Merci vu. la régulation. Merci la régulation, peut-être un peu trop de régulation. Ouais. Le patron de la banque, voilà, bref. Non, mais il y a quand même. Il y a quand même- Il n'y a pas que des désavantages à Voilà. la réglementation. Il y a- Parfois, on peut en tirer profit. Mais peut-être qu'il y aura Exactement. moins de réglementation à l'avenir, et ça, À venir. déjà, c'est positif. Exactement, il y a ça. Et en plus, moi, il y a quelque chose quand même en termes d'investisseurs qui est essentiel. Les résultats et le rendement de dividendes quand même. Moi, je considère que les actions bancaires, des grosses banques françaises, et italiennes ou espagnoles, c'est des obligations perpétuelles. On arrive à dégager du 7-8% en toute sérénité. En plus, la volatilité à la baisse, c'est un peu technique, mais la volatilité à la baisse des actions bancaires est beaucoup plus faible que la Ouais. volatilité à la hausse. Il y a plein de fondamentaux C'était techniques. pas le cas avant. Ça fait Ouais, 3-4 ans que c'est le cas. Ah, c'est un changement de monde pour Ouais. C'est beaucoup, l'investissement bancaire. voilà. Ouais, ouais. Et c'est beaucoup plus profond, en fait, même sur la thématique européenne. C'est-à-dire que si on regarde l'Europe aujourd'hui, les actions européennes, pour juste vous donner Ouais, mon ouais. avis sur ça. En fait, moi, quand je regarde des actions, il y a la macro. En Europe, la macro, a priori, on est tous d'accord. L'inflation, elle est plus sous contrôle en Europe qu'aux États-Unis. Et les baisses de taux, on peut ne pas être d'accord, mais il y en a plus en Europe qu'aux Ça, États-Unis. c'est sûr, oui. Ça, c'est favorable. OK, ça, c'est le premier point. Les valos en Europe, on n'est ni pas cher ni trop cher. On est quelque part, a priori, au niveau médian. Et les flux. Les flux en Europe qui reviennent parce qu'il y a le sursaut européen sur la défense, sur la souveraineté et des résultats avec des boîtes. Je mets le secteur du luxe de côté. Oui. Voilà. On n'en parle plus d'ailleurs. On n'en parle plus trop, qui se normalise, mais anyway, tout tient. Voilà. Et il y a aujourd'hui, en fait, le fait qu'on ne soit plus dans des taux qui sont négatifs ou nuls, ça a remis quand même des secteurs très intéressants dans des valos qui sont attractifs. Bon, mais les planètes restent alignées quand même pour investir européennes. ou réinvestir dans ces actions à fait. européennes. Votre commentaire et vos observations là-dessus, gérant Actions Internationales, donc c'est le reste du monde face aux actions américaines. À l'issue de ce premier semestre, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement, Bertrand? Alors nous, on est neutre sur les actions américaines avec un biais qui est quand même plutôt baissier sur les grosses valeurs et en particulier donc les Magnificent Seven. Et un biais plus positif sur on va dire, les petites et moyennes sociétés qui sont beaucoup plus exposées à la conjoncture domestique américaine et qui bénéficieront encore plus donc de la loi de fiscale, la fiscalité, budgétaire. notamment l'accélération de l'amortissement, qui est quand même quelque chose qui est assez massif. Donc ça, c'est puis l'implantation aussi de sociétés, donc d'usines sur le territoire. Donc ça, c'est les banques régionales américaines vont bénéficier. Et de là, ça. pour le coup, le rattrapage n'a pas commencé. Hein. Non, le rattrapage n'a pas On est commencé. d'accord. Là, on est encore dans Ah un oui. écart entre les... Ouais. Mais un peu globalement, l'écart entre les grandes valeurs et les petites et moyennes valeurs n'a jamais été aussi élevé. Donc il y a vraiment un potentiel également en Europe là-dessus. Sur l'Europe, on est plutôt effectivement positif, puisqu'on est sur 14 fois en moyenne en PE, ce qui est la moyenne un peu historique. L'écart avec les US, c'est quand même important. Les US, à 24 fois, on a un écart. Bon, toujours eu un écart avec les US, mais là, il est quand même assez important. Donc il y a des éléments de soutien, évidemment, donc, du marché. On a parlé donc les plans de la défense, même si c'est sur du long terme, parce que c'est vrai que les chaînes de valeur ont du mal à s'adapter à très court terme. On ne va pas avoir des sociétés comme Dassault voir leur chiffre d'affaires à plus 50 l'année prochaine, c'est sûr. Mais bon, il y a des éléments de soutien. Le stimulus allemand, il met du temps, c'est très procédurier. On aura les premiers impacts vraiment au premier trimestre, voire deuxième trimestre de l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une période un petit peu entre deux, mais la valorisation est là. Bon, voilà. Et puis le bémol étant effectivement l'impact du dollar, on le disait tout à l'heure. Ouais, c'est ce que vous disiez. L'affaiblissement du dollar Ouais. sur certaines sociétés internationales qui sont souvent des grosses sociétés des indices boursiers. Donc là encore, faire peut-être du stock picking plutôt en Europe que d'acheter de la gestion passive. Et alors, on est positif, nous, sur la Chine. On pense que finalement, la Chine va, après maintes tentatives, réussir à dynamiser donc sa consommation. On suit un indicateur notamment qui est un indicateur un peu avancé de la consommation chinoise, qui sont les achats. On a des statistiques à la semaine d'électroménagers et d'audiovisuels qui ont explosé depuis 3 semaines. Donc le consommateur chinois se réveille. réagit au dernier stimulus, qui était un stimulus qui avait pour but de stabiliser le marché de l'immobilier, sachant qu'il y a beaucoup d'épargne des ménages qui étaient investis dans l'immobilier. Et donc, ils ont finalement compris quelle était la psychologie du consommateur. Donc, si ça était amené à perdurer, on pense que ça va perdurer. Une valorisation à 12 fois cette année, 10 fois et demi l'année prochaine. C'est le marché le moins cher du monde. Le moins cher du monde, sachant que l'Inde à côté est à 25 fois, que plus personne ne veut de la Chine. Il peut y avoir
les capitaux peuvent revenir significativement sur le marché chinois à un moment C'est donné. la question que je posais à un de vos confrères, une de vos consoeurs, en l'occurrence, qui était avec nous il n'y a pas très longtemps sur le plateau. Est-ce que le sujet de la reprise en main politique de secteurs d'économie privée en Chine, est-ce que ce sujet-là a été digéré par les investisseurs ? Je rappelle que c'était quand même un des arguments qui a fait que beaucoup ont déserté la Chine, la flaguant comme étant même peut-être une zone ininvestissable, Alors, il y aura au toujours moins une pour un prime de temps. risque, hein, ça c'est sûr. D'accord. Voilà. Après, D'accord. si on passe de 11 fois à 13 ou 14 fois, ça choquera personne Ok. par rapport Même à avec un risque politique 14-15. à la chinoise. Voilà, c'est ça. Donc, D'accord. après, encore une fois, il faut faire attention aux différents secteurs. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins exposés à ce qui a été Ouais. dit, hein, à ce risque politique. Donc voilà, la Chine, c'est intéressant. Et puis les pays émergents, globalement, redeviennent intéressants. Avec un dollar, si on pense que le dollar, structurellement, va être faible et continue à s'affaiblir, en particulier les pays qui ont beaucoup de dettes libellées en dollars, c'est assez intéressant de les re-regarder, en fait. Est-ce que c'est le moment de reparler des émergents, et y compris sur la partie obligataire? Un indice émergent, c'est peut-être du plus 10 aussi sur la partie obligataire depuis le début de l'année, et pareil pour les actions, Adil. Bah, l'obligataire, enfin, dans tous les cas, moi je reste extrêmement positif dessus. Enfin, sur Ouais. le crédit, j'entends. Hein. Ouais. Sur le crédit, enfin, surtout européen, parce que sur la partie D'accord, américaine, très on a des bien. leviers, Ok. on va dire un On peu n'est plus élevés. juste dans les Voilà. émergents là, d'accord. Voilà, Ok. ça, En c'est général. clair. Maintenant, je reviens sur les émergents. Effectivement, je reviens juste sur la prime, enfin la décote, on va dire, Ouais. sur les actions chinoises. Je partage ce qui a été dit, mais je vais un peu plus loin. Finalement, ce qu'on a aux États-Unis avec le président américain actuel, bah, moi, à mon sens, ça mérite une décote aussi. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins trivial dans le jeu géopolitique actuel de dire tel pays a besoin d'une surcote ou d'une décote, etc. On est vraiment dans... Enfin, c'est un monde qui est complètement polarisé. Voilà, parenthèse fermée. Maintenant, si on revient sur les marchés émergents, bah, clairement, avec un dollar qui est baissier, avec des pays émergents qui ont fait le travail de l'assainissement de leurs finances publiques, bah, on a des ratios dette sur PIB qui sont à des années-lumière de ce qu'on a dans le monde développé. Un pays émergent qui a 80% de dette sur PIB, c'est considéré comme limite un triple C-. Donc Oui. voilà. Oui, oui. Enfin, Le Japon est à 270%. Oui. voilà, merci beaucoup. Oui, oui. Voilà, merci. Non, mais c'est ça que Non, je mais veux dire. donc ça veut dire que ce qui caractérisait la sphère émergente il y a encore 10, 15, 20 ans, on ne peut pas le regarder Bah, de la même manière aujourd'hui non. au regard des trajectoires qu'on observe dans des pays développés. Tout à fait. Tout à fait. désormais. Et surtout, si on rajoute à cela qu'il y a bon nombre de pays émergents qui ont quand même des balances commerciales qui sont exportatrices, qui ne sont pas forcément excédentaires, mais en tout cas où il y a de l'export. Les corporates émergents, il y en a certains, ils ont juste une étiquette pays émergent, mais en fait, c'est une boîte qui pourrait être localisée aux États-Unis ou en Europe parce qu'ils ont quasiment 100% de leur chiffre d'affaires à l'export, et avec des obligations qui vous offrent des fois 8, 9, 10, allez voir 11% de rendement. Libellé en dollars, oui, en euros, un petit peu moins, mais clairement, c'est une classe d'actifs aujourd'hui. C'est le momentum pour moi aujourd'hui des 2-3 prochaines années, clairement. Ah oui, 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 Ouais. c'est ça. C'est quelque chose de long qui peut s'installer effectivement. Oui, pour, le pour portage, ce le portage sur rattrapage la dette des émergente, actions. on y est. Et, Tout à sur fait. la dette Tout à émergente. fait. Cette classe d'actifs émergents, dette, actions, qu'est-ce que vous en dites chez Vega IS? Non, C'est le clairement. moment d'en reparler. Et est-ce que les clients ont de l'intérêt aussi pour cette classe d'actifs? C'est pas facile C'est à, pas encore, c'est pas c'est facile à encore mettre trop en le avant, cas. j'imagine. Oui, non, c'est pas trop Non, le non. cas. Il y a évidemment un peu d'actions émergentes dans les benchmarks, plus rarement de la dette émergente. C'est souvent une diversification qui est autorisée dans certains portefeuilles. Donc on la travaille, on investit dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui les planètes semblent assez alignées pour, je dirais, la rémunération est là. Il n'y a pas de, on va dire, de sujet autour de l'inflation, déficit, donc on est plutôt favorable. Et surtout, la comparaison avec les développés est clairement beaucoup plus favorable qu'elle ne l'était auparavant. Donc oui, on souscrit plutôt sur la dette que sur les actions, pour le moment, où on est neutre, mais on regarde effectivement ces zones-là avec intérêt. Ouais, bon. Action chinoise, vous disiez, ça peut être aussi effectivement la classe d'actifs gagnante de cette année. Ça l'est déjà à l'issue du premier semestre, mais c'est quelque chose effectivement qui peut se rattraper sur quelques années. Je pense qu'on a besoin, Bertrand. effectivement, encore une fois, encore un petit peu plus de statistiques qui vont dans le bon sens au niveau du consommateur chinois. Mais on peut avoir effectivement une diversification. Quand on regarde, c'est vrai, aujourd'hui, sur le MSCI World, vous avez 60%, le marché américain pèse 60%. Ouais. Les 7 magnifiques, 20%. Donc la diversification, rebondit, là, voilà. hein. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une recherche de diversification
donc des investisseurs, parce que là, vraiment, les concentrations sont extrêmement fortes sur les US. En plus, si Encore, ça a baissé un petit peu. Encore, ça a baissé un petit peu. On était à Mais 70, hein, à si un en plus moment, on considère que le dollar va continuer à se déprécier, ça n'a aucun sens d'avoir 60%. Parce qu'on en parle de cette diversification, mais vous dites aujourd'hui, c'est une réflexion, Oui, c'est au stade de la réflexion intellectuelle pour beaucoup qu'à un d'investisseurs. moment donné, si on se repositionne, Le pas n'a on pas va été dire, franchi il y a encore. 18 mois, la diversification, c'est un peu plus compliqué. En Europe, il y avait moins de visibilité. La Chine, alors là, il fallait pas être diversifié ces 2 dernières années. La performance du marché américain l'année dernière, l'année d'avant était stratosphérique. Il fallait faire quasiment que du marché américain. Voilà. Par contre, maintenant, la question se pose. Voilà. Il doit y avoir une rotation d'actifs. Le marché américain ne va pas prendre 20% ou 25% tous les ans. Donc là, il y a une rotation et on voit que l'opportunité est en train d'arriver, d'émerger sur la Chine en particulier. Et ça peut se faire assez rapidement derrière. Ah ouais, j'entends. Logique de flux. Ouais. Et tout ne peut pas aller en Europe, et l'Inde est trop cher. Voilà. Par élimination, il y a un petit pays qui s'appelle la Chine, peut-être qu'il faut le regarder. Non, et puis surtout, Non, je partage, c'est pour ça ce que disait Bertrand. Il faut regarder aussi quels sont les champions en termes de potentiel de croissance. Exact. C'est vrai qu'on aime bien l'Europe, mais on a quand même un peu de mal à trouver les relais de croissance de demain. C'est pas encore DeepSeek ça, en Europe, voilà. On ne vient pas pour l'innovation de pointe, à part dans certains domaines C'est ça. très spécifiques ou la forte croissance, etc. On Alors vient que, chercher d'autres choses en la Europe. Chine, elle est effectivement La Chine, elle se au bagarre coude à là-dessus, coude ouais. sur un certain Bien sûr. nombre de technologies avec les États-Unis. Ouais. Bon. On suivra ça, messieurs. Merci en tout cas d'avoir été les invités de Planète Marché, quasiment à l'issue de ce premier semestre boursier. Nuno Teixeira qui était avec nous, directeur analyse et stratégie de Vega IS, Adi Lamor, le directeur de la coordination stratégique d'Arkea Asset Management, et Bertrand Puif, gérant et porte-parole de la gestion chez Fidelity.